Dans cet épisode de Mythbusters, Je suis scié. Adam et Jamie organisent un feu de joie à base de glace et de termites qui déconcerte les experts. Ensuite, Tori, Grant et Carrie montent le son pour déclencher des fusils dans une voiture à la sono bruyante. Allez! Tirez! Entre ondes sonores et ondes de choc, les coups pleuvent de partout. Tu sais comment gâcher une fête, toi? Sans oublier le mythe du revolver qui fuit et dont la prise peut vous coûter votre doigt préféré. Ce flingue a une sacrée pêche. Ce n'est pas pour les poltrons, mais on accepte les poules mouillées. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage La météo du jour annonce des ondées scientifiques. et Jamie Heineman. C'est sympa, mais mortel. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Tori Belleci, Grant Imahara et Carrie Byron. Quel pied! Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Le premier mythe est la rencontre de deux extrêmes. Ok mon pote, il est temps d'allumer le modem. Pour cette histoire, on va aller sur Internet. Si c'est sur Internet, c'est que c'est vrai. Pas la peine d'être sarcastique, ça parle de termites. Je sens que ça va te plaire. Je t'écoute. Deux types prennent un seau de termites, ajoutent des blocs de glace, allument le tout avec une mèche, et ça ne fait pas que brûler comme on a déjà vu la termite le faire. Cette fichue mixture explose. Regarde cette vidéo, je trouve ça vraiment incroyable. La termite seule n'explose pas. En revanche, elle brûle à très haute température et on imagine que la glace devrait fondre. Mais cette vidéo montre que lorsque le feu rencontre la glace, il ne faut pas seulement s'inquiéter d'avoir les chaussettes mouillées. Ça nous facilite la tâche. Ils nous ont montré comment tout installer. Absolument. 5 kilos de termites, 10 blocs de 500 grammes de glace. Une mèche et une boîte d'allumettes pour tout faire sauter. Magnifique. Allons sur le site des explosions pour essayer ça. Ok. Ces deux-là s'y connaissent en termites. Personne n'a oublié la bande brûlée sur le capot d'une voiture pour le mythe de l'explosion. Mais avant de tenter de reproduire l'explosion de glace, Jamie veut s'échauffer en jouant avec le feu. J'aimerais affiner le réglage du système d'écoulement de la termite. Mais on veut aussi s'amuser, alors on construit d'abord une sorte de pagode en briques et en plaques d'acier. Le but est de voir combien de plaques vont brûler une fois que ce sera enflammé. Vous vous souvenez dans Alien, quand la créature est sur le visage de Kane? On lui coupe les doigts et il se met à saigner de l'acide. Puis les gouttes traversent les étages du vaisseau un par un. C'est à peu près ce qu'on recherche. Jamie remplit d'abord un pot de fleurs avec de la termite. Il sait qu'il n'a pas droit à l'erreur. Pour le garder intact pendant le test, on va mettre ce pot de fleurs en céramique dans ce seau en métal troué et remplir les espaces avec du sable pour que tout soit bien compact. À partir de là, c'est simple. Jamie installe deux pochettes d'allumettes dans le seau, reliées à une mèche. Bien, c'est le test de pénétration de la termite. 3, 2, 1... Si tout se passe bien, on verra une cascade de feu à travers une pile de plaques d'acier et la caméra thermique magnifiera l'expérience. J'ai toujours voulu voir ce truc en action exactement comme ça. À ma connaissance, ça n'a jamais été fait. On sait ce qui arrive après, mais on ne voit jamais ce qui se passe pendant. On ignore donc ce que donnera cette mise en bouche. C'est parti. 1, 2, 3, Joli. 4 plaques. Oui, celle du haut et 3 en dessous. C'était sympa. Ouais. Le mot est faible. À 2200 degrés, la flamme est trop vive pour être observée de près. La fusion est impressionnante. Si on exposait ça dans une galerie, on se ferait une belle fortune. Jamie brûle d'essayer son mélange de termites pour voir si 5 kilos suffiront à faire exploser 10 blocs d'eau solide. Nettoyons tout ça, apportons les blocs de glace et reproduisons cette vidéo.
On est là pour ça. Ce mythe nous vient d'un téléspectateur. Je l'ai nommé l'insensé enceinte intense. Dis-le 3 fois de suite. Bon, à part le fait que ce soit difficile à dire, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une enceinte capable de déclencher une arme. Mais pas n'importe quelle arme. Une carabine d'assaut très spécifique, la SKS. Cool, raconte. La légende, c'est que des gangsters russes se baladaient avec ces armes à l'arrière de leur voiture. Tu me diras, c'est normal pour des gangsters. Leur voiture avait une sono de dingue. Ils se sont arrêtés près d'un groupe de filles et pour les impressionner, ils ont mis le volume à fond. Leurs enceintes étaient si puissantes que les fusils ont commencé à vibrer et tout d'un coup, bang bang bang, les coups sont partis tout seuls. Le coup de feu n'étant pas l'arme de séduction absolue, j'imagine que les filles ont fui. Ça a dû être embarrassant. Ouais, très gênant. Ce mythe est simple et terrifiant. Quand les basses font trembler la voiture, la vibration est censée déclencher les fusils SKS et ces derniers peuvent alors tirer jusqu'à vider leur chargeur. Il suffit donc qu'on trouve une voiture, qu'on installe une sonneuse super puissante, ensuite on mettra le volume à fond, on balancera quelques-uns de ces fusils à l'arrière et on déguerpira. Si ça ne marche pas, on pourra utiliser une voiture spécialement équipée. Elles ne sont peut-être pas très pratiques pour un gangster, mais ce sont de vrais haut-parleurs sur roue. D'accord, mais d'abord il faut qu'on parle à un expert. Il faut en savoir plus sur cette SKS. Ce mythe est tellement spécifique, c'est quand même étrange. C'est vrai. Il est donc temps de faire connaissance avec ces carabines réputées pour avoir la gâchette facile. L'un de vous a déjà tiré avec une SKS? Non. Mais j'ai hâte de le faire. L'armurier Ben Murray sait exactement pourquoi ces armes se mettent parfois à tirer toutes seules. Pour quelle raison la SKS est-elle particulièrement associée à ce mythe? Elle a un percuteur flottant par opposition à un percuteur à ressort. Je peux vous le montrer en le démontant rapidement. Voici la culasse qui abrite le percuteur, et comme vous pouvez le voir, il se déplace d'avant en arrière. Alors ça glisse à l'intérieur. Exactement. Alors s'il n'y a pas de ressort et que ce percuteur vibre suffisamment, le coup pourrait partir? Oh, j'imagine. Alors ce mythe est peut-être vrai. Peut-être. Dans la plupart des fusils semi-automatiques, le ressort retient le percuteur à l'arrière de la culasse jusqu'à ce que le marteau le frappe, conduisant le percuteur à frapper l'amorce de la cartouche et à faire feu. Mais la SKS sans ressort a un percuteur flottant qui peut se balancer librement et provoquer un tir accidentel. De nombreux incidents ont été enregistrés et confirment cette allégation. Mais ce qu'on aimerait savoir, c'est si des ondes sonores seraient capables de faire bouger ce percuteur sans ressort. Ça m'a tout l'air d'un défaut. Oui, il y a plusieurs armes dans le pays qui ont ce type de percuteur flottant. On a d'ailleurs inventé les percuteurs à ressort pour les remplacer. Ben a donc résolu le problème. Mais pour mettre ce mythe à l'épreuve, on utilisera des armes sans ressort. Avant de voir si les enceintes vont déclencher les armes sans appuyer sur la gâchette, on doit être sûr que nos fusils fonctionnent. Aujourd'hui, on fera donc du tir. La journée s'annonce bien. Carrie passe son tour. Son esprit est concentré sur l'étude du mythe. Le coup peut partir sans que personne ne touche la gâchette. Donc, si notre SKS est à l'arrière de la voiture avec une bonne sono et de grosses vibrations, le percuteur pourrait bouger et l'arme se mettrait à tirer, ce qui confirmerait notre mythe. Tori et Grant pensent que 5 carabines devraient suffire. Les essais commencent. Bon, celle-ci fonctionne. Celle-là aussi. Mais tu sais quoi? Je pense qu'il faut encore les tester, pour être sûr qu'elles ne s'enrayent pas. Oui, elles peuvent s'enrayer à tout moment. Quand les balles viennent à manquer, ils trouvent enfin un prétexte à leur jubilation. Souvenez-vous, j'ai dit qu'on essayait ces armes pour la science, et non pour notre plaisir. Eh bien, c'est vrai. On a plusieurs fusils, et celui que j'ai utilisé s'est enrayé 2 fois pendant les essais. Prêt pour le suivant? Il s'est enrayé. Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser cette arme pour notre expérience avec l'enceinte. Parce que si elle s'enraye, le test ne sera pas valable. On n'est pas là pour s'éclater avec des fusils. C'est une expérience scientifique sérieuse. Avec 6 fusils testés et 5 sélectionnés, il est temps d'installer une énorme sono sur un véhicule qu'on surnomme le Grand Blanc. Quel genre de sono vous pensez mettre là-dedans? Je sais pas, mais elle devra vibrer un maximum. En tout cas, on ne manque pas de place.
On pourrait caser au moins 5 corps dans le coffre. Ouais. J'ai un peu honte de cette voiture. Je crois qu'ils vont se moquer de nous. C'est dément. Salut Kenny. Paul, vous allez bien? On travaille sur un mythe qui implique un mec avec une sono surpuissante. À l'arrière, il a une carabine spéciale, une ESKS. Le volume de sa sono est si fort que sa carabine se met à tirer toute seule. Vous croyez que c'est possible? J'ai tout vu, du saignement de nez au pare-brise cassé, donc c'est possible. Ce n'est pas un argument de vente habituel, mais ce pare-brise cassé semble prometteur. Qu'est-ce que c'est? C'est une enceinte de 12 pouces. Le modèle 8500. Elle balance 750 watts RMS et elle est rectangulaire pour avoir une surface plus importante et donc plus de rendement. Plus la surface est grande, plus il y a de son. Je pense que ce sera parfait pour votre usage. Ce n'est pas la première fois que les Mythbusters jouent avec le feu. C'est parti. 1, 2, 3. Joli. Ils s'apprêtent à tester une vidéo douteuse et dangereuse vue sur Internet et qui semble montrer de la glace explosive. Cette vidéo montre soi-disant 5 kilos de termites dans un seau en métal posé sur 10 blocs de glace. On allume la termite et on obtient la réaction habituelle, mais soudain, boum! On a une grosse explosion et des morceaux de métal projetés un peu partout. On va faire exactement pareil pour voir si on obtient le même résultat. C'est difficile à croire que le mélange du feu et de la glace puisse produire une explosion. Frank Doyle, ancien agent du FBI, pense que de la poudre à canon dissimulée pourrait être la cause de la déflagration. Je suis un peu sceptique et je crois qu'ils ont fait quelque chose de louche. Bien. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Allons-y! Les 10 blocs de glace sont donc déchargés et empilés sur un lit de briques. 10 blocs de glace. Va chercher la termite. Cette fois, pas de pot en céramique. Comme dans la vidéo, la termite est mise directement dans le seau. Frank installe la mèche, Adam prépare le site Allons derrière la barrière et copions ces internautes pyromanes. et Jamie allume la mèche. La termite et la glace dans 3, 2, 1. C'est bon. Inutile de vous rappeler de ne pas faire ça chez vous. Nous avons un dispositif de sécurité, une certaine expertise et un écran de protection. Je meurs d'impatience. Ne me dites pas que... Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le pire scénario imaginable, quand l'explosion que vous attendez ne vient pas. Je crois que ça a raté. Alors Jamie a mis une combinaison unifuge pour aller remplacer la mèche et les allumettes. Car on ne sait jamais. Ça pourrait péter à tout moment. C'est délicat. Jamie ne perd pas de temps en installant le nouveau dispositif. C'est allumé. Espérons que ça le reste. Cette expérience devrait confirmer ou infirmer le mythe de la glace explosive. On est au bout des allumettes. C'est parti. Ça, c'était une explosion. Je suis d'accord avec toi. Des morceaux de glace ont été retrouvés à 50 mètres. Le support de briques est en ruine et il n'y a aucune trace du seau en acier galvanisé. Regarde-moi ça. Je crois que tout est dit, là. Je suis converti. Ça a propulsé les briques au sol et ça en a cassé quelques-unes. C'était donc une sacrée explosion. Mais qu'est-ce qui a fait exploser la glace? En fait, personne ne le sait vraiment. Les experts à qui j'ai parlé supposent que la chaleur de la termite en feu décompose l'eau en hydrogène et en oxygène, qui en présence d'une flamme, en l'occurrence la termite, peuvent exploser. Je ne suis pas convaincu, car il faudrait qu'une grande quantité d'hydrogène et d'oxygène soit créée instantanément. Et je ne sais pas si c'est possible. Il y a une autre explication, toujours spéculative, qui serait que quelque chose dans cette réaction atomise toute la termite. La vapeur pourrait pulvériser toute cette poudre dans un nuage de termites et la faire exploser. C'est un mystère, mais quoi qu'il en soit, ça a été une explosion exceptionnelle.
Gary, Tori et Grant mettent à l'épreuve le mythe des gangsters russes qui ont mis la musique si fort que ça a déclenché des carabines SKS planquées dans leur voiture. Ils ont les armes, la voiture et une sono à vous remuer les tripes. Bon, vous êtes prêts? Ouais. Je crois bien. L'air de rien et puis... Boum! T'as rempli tout le coffre. Ça, c'est de la basse. Mes tympans, regardez la rouille qui danse sur le toit. Oh là là! On va démolir cette voiture. Mais d'abord, ils veulent frimer un peu avec une peinture spéciale tuning. J'imagine que tous les fans de tuning diront « Hé, qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas comme ça qu'on peint des flammes sur une voiture. » Vous savez ce que je leur répondrai? Et alors? Comme le tatouage, c'est plus une question d'attitude que de choix artistique. Sauf à l'intérieur. Certains ont une danseuse hawaïenne ou une tête de chien qui dodeline sur leur tableau de bord. Nous, on a nous. Ça ne fait pas vraiment gangster. Mais ça devrait être de bons indicateurs des turbulences causées par ces énormes basses. Tunée, préparée et boostée avec un coffre rempli d'équipements, notre voiture roule vers son premier concerto pour fusil. Si tout se passe bien, il n'y aura pas de rappel. Tori et Grant ont eu la bonté d'essayer pour nous toutes les carabines SKS pour s'assurer de leur bon fonctionnement. Nous sommes sur le champ de tir du shérif du comté d'Alameda. On adore cet endroit parce que c'est un grand espace ouvert où il n'y a aucun voisin pour se plaindre du bruit et où on peut tirer toutes les balles qu'on veut. Bon, on a réuni un arsenal de gangsters. Et on a nos balles à blanc, mais il faudra faire comme si c'était de vraies munitions. Chargeons les fusils et mettons-les dans le véhicule. Ça marche. Les fusils sont répartis entre l'avant et l'arrière du véhicule. Certains sont placés près des enceintes, d'autres sont plus éloignés. Ok, on a un fusil contre le haut-parleur, 2 sur la banquette arrière, 1 sur le plancher arrière et 1 sur le siège avant. Bon, essayons ce système et voyons si on arrive à faire tirer ces fusils. L'idéal serait que les 5 puissent tirer. Grant a trouvé le moyen de contrôler le tout de loin. Ça va servir de moniteur de contrôle pour notre expérience. On a un diffuseur de musique portable avec les tonalités préréglées. On a aussi un générateur de fréquences et un oscilloscope pour pouvoir tester toutes les fréquences spécifiques. Dans la voiture, il y a un micro connecté à un analyseur de spectre et à un sonomètre qui nous indiqueront la fréquence ainsi que le volume sonore. Et le plus important pour la fin, un retour vidéo nous montrera si nos armes se déclenchent à cause du son. Le son ne sera pas de la musique, mais une série de tonalités conçues pour tester les limites acoustiques du système. On va commencer par une basse fréquence de 20 Hz à 95 décibels. Prêt? Ah oui. C'est parti. Pour simplifier, les Hertz indiquent la hauteur d'une note et les décibels mesurent le volume. 95 décibels correspondent à une moto faisant rugir son moteur. Pour l'instant, aucune cartouche n'a été tirée. On n'a pas encore fini le balayage. Mais il ne se passe pas grand-chose. Les têtes dodelinent à peine, il faut donc élever le niveau. Ensuite, on a la tonalité des alarmes. Oui, on veut voir une balle partir. Bon, vous êtes prêts? Prêt. Envoie la sauce, Grant. Si ça fonctionne, ils peuvent s'attendre à voir plusieurs coups partir à n'importe quel moment. C'est tout? Ouais, vous voyez quelque chose? Allez, faisons vibrer cette caisse. Aucun coup de feu n'a été tiré. Bon, Même pas un frétillement. Le fusil ne tremble même pas. Bon, ça n'a pas marché. Quelle est l'étape suivante? plus fort. Ça me plaît. Allons-y plus fort. Il est temps de hausser le ton. Grant monte les décibels à 130. C'est l'équivalent d'un moteur d'avion en marche à peine 30 mètres de distance. Là! Voilà qui est mieux. Regardez les enceintes. Regardez, le fusil est en train de vibrer. Non, c'est la caméra qui vibre. La poussière est propulsée un peu partout. C'est dingue. Oh, la caméra s'est arrêtée! On a perdu l'image. On dirait que tout est détruit, sauf les fusils.
Mais Grant a plus d'un tour dans son sac. Pendant tous ces tests, les fusils étaient placés à l'horizontale dans la voiture. On va maintenant changer leur orientation. Au lieu d'être à l'horizontale, ils seront à la verticale. Ainsi, les percuteurs seront peut-être mieux placés pour déclencher le tir et obtenir un résultat. Grant fait appel à la force de gravité pour aider ses percuteurs à bouger. Ça ne marchera peut-être pas, mais ça ne peut pas faire de mal. Si ça marche pas, je vois pas de solution. Ça marche. On voit bien l'enceinte vibrer. Regardez le fusil. On dirait qu'il tremble. Ouais, je crois bien. Oui, voilà. Allez, tire! Tire! Crache une cartouche! Il se passe plein de choses. Mince. Ça ne tire toujours pas. Là encore, aucune carabine SKS ne s'est déclenchée. Mais il y a eu des dommages collatéraux. Cette sono était délirante. La voiture a tellement vibré que ça a pété l'arrivée d'essence et provoqué une fuite. Cette voiture est fichue, mais ça ne veut pas dire que le mythe est enterré. On veut juste savoir si c'est seulement possible. Étudions maintenant une autre façon de se faire mal avec un pistolet. Qu'avons-nous là? Ça, c'est l'illustration un peu sombre du mauvais maniement d'une arme à feu. Quand on se tire une balle, par exemple? Non, plutôt une mauvaise prise en main. Regarde un peu ça. C'est moche. Le pouce arraché est si horrible qu'on ne peut pas le montrer à l'écran. C'est un mythe visuel, donc voici l'histoire en images. Le nec plus ultra du pistolet est une arme de chasse conçue pour tirer du gros gibier. Une partie du gaz qui propulse la balle s'échappe entre l'arrière du canon et l'avant du barillet. Et c'est là que prend forme le mythe. Si vous posez le pouce au mauvais endroit, la puissance du tir peut littéralement le sectionner. J'ai du mal à croire que ça puisse arriver uniquement en tenant mal son flingue. Ça, c'est à nous de le découvrir. D'accord. Sur le champ de tir, l'armurier Frank Tabor a apporté le calibre en question. Alors Franck, d'après la légende, un type a perdu son pouce parce qu'il l'a tenu comme ça. A priori, tu vois un problème? Oui, il y a cet espace entre le barillet et le canon. Et cette cartouche qui part à 700 mètres secondes avec beaucoup de gaz, ce qui peut faire l'effet d'un chalumeau. Alors ça peut faire des dégâts? Oui. C'est un gros pistolet. Je n'arrive même pas à atteindre cette zone avec les mains, à moins de faire ça. Mais bon, les gens font des choses bizarres. Et les gens bizarres font des choses encore plus bizarres. Elles semblent délicieuses, n'est-ce pas? Et elles paraissent inoffensives, mais en fait, ces pastèques sauvages sont une vraie nuisance aux États-Unis et dans le monde entier. C'est pourquoi on a inventé le chasseur de pastèques 2000. En quoi peut-il résoudre le problème des pastèques sauvages? Eh bien, regardez. Adam propose à Jamie une cible juteuse afin de tester cette arme avec une caméra grande vitesse. Munitions. Frank en place une dans la chambre et Dirty Jamie vise la cible. Waouh, c'était quelque chose. Ton problème de pastèque est résolu. Encore un fruit que Jamie pourra accrocher à son tableau de chasse. De plus, il a bien senti l'arme. Ce flingue a une sacrée pêche. J'avoue que j'ai eu un peu peur qu'il me cogne la tête après coup. Je comprends que quelqu'un puisse le tenir de façon inhabituelle pour être sûr d'avoir une bonne prise. C'est au tour de Adam de tirer, de ressentir la puissance, voire de faire une prédiction. Ce n'est pas que je sois allergique au lactose, mais si du lait se met sur mon chemin, le problème sera vite réglé. Paré. La date de péremption était largement dépassée. La caméra à grande vitesse reste l'un de mes gadgets favoris dans l'émission. Si on regarde attentivement ce gros plan du coup de feu, on voit clairement le gaz s'échapper entre le barillet et le canon. C'est là qu'on cherchera la source d'énergie destructrice. Si l'histoire derrière l'épouvantable photo est vraie, le pouce gauche de cet homme a pris la tangente à cause d'une prise maladroite sur le barillet. Mais après avoir tenu l'engin, l'opinion de Adam n'a pas bougé d'un pouce. Même si la quantité de gaz qui jaillit de l'arme est impressionnante, je ne pense pas que ça puisse sectionner un pouce. Prêt?
Ils ont l'arme, les balles et le lieu. Il ne leur manque plus qu'un doigt volontaire. Tous les efforts entrepris pour faire tirer 5 fusils à partir des vibrations d'une sono démesurée ont échoué, sans produire le moindre coup de feu. Si ça marche pas, je vois pas de solution. Roger Schwenke apporte son assistance après avoir pris connaissance du mythe. Eh bien, si c'est le percuteur qui diffère sur cette arme, isolons-le et voyons comment il réagit. D'accord. Génial. Tori met alors à nu le percuteur et Roger ouvre la chambre de test. À quoi sert ce truc d'habitude? C'est une chambre de torture pour enceintes. Comment ça? On torture nos enceintes thermiquement et mécaniquement pour s'assurer que seuls les meilleurs sortent de l'usine. Pour l'instant, on s'est concentré sur les notes basses, mais on a peut-être sauté la tonalité parfaite. La fréquence de résonance est celle à laquelle un objet va se mettre à vibrer grâce à un excès d'énergie accumulée. Par exemple, l'expérience qui consiste à casser un verre de vin avec sa voix. Il y a de nombreuses fréquences différentes qui font vibrer le verre, mais à une fréquence spécifique, il commence à vibrer énormément et peut se briser. C'est ce qu'on va chercher à faire avec notre percuteur. Et si on y arrive, il y a une chance pour que le coup parte. C'est parti. Allez. Roger remplit la chambre d'un bruit rose, une gamme de fréquences différentes diffusées en même temps. C'est comme un tremblement de terre. Et le volume est poussé à 150 décibels. Le haut-parleur bouge et on dirait que ça vibre, mais le percuteur ne semble pas se dissocier. Ouais, tout le mécanisme bouge, mais le percuteur ne se déplace pas de haut en bas. Oui. C'est encore difficile à dire. Que dit l'accéléromètre? Ça réagit de la même façon sur toutes les fréquences. Ça signifie quoi pour nous? Ça ne résonne pas. Ça bouge, mais ça ne résonne sur aucune fréquence particulière. Le percuteur n'a pas bougé dans le bloc de culasse. C'est une bonne nouvelle pour la mafia russe et un revers pour notre mythe. Mais peut-être que tester le percuteur seul n'était pas la meilleure idée. Donc, J'ai remonté le fusil. On l'a chargé à blanc. J'ai pointé le fusil vers le bas, en enlevant le cran de sécurité. On a donc les meilleures chances pour que le coup parte accidentellement. On espère que l'arme va entrer en résonance pour qu'elle se déclenche sans appuyer sur la gâchette. C'est verrouillé et chargé, on est prêt. Envoie la sauce, Roger. Monte le son, Roger. Ça, c'est menaçant. Et on a enlevé la sécurité pour se donner un maximum de chance. Mais ça ne tire toujours pas. Si ça devait arriver, ce serait arrivé rapidement, mais ce n'est pas le cas. alors Roger arrête la machine. La théorie de la fréquence de résonance a échoué. Mais si vous croyez qu'on va en rester là, qu'on va enterrer ce mythe après un échec cuisant, c'est mal nous connaître. Adam et Jamie ont décidé de se rendre compte par eux-mêmes si la mauvaise prise d'un gros pistolet pouvait vraiment faire sauter un pouce. Ce mythe est basé sur les gaz d'échappement, dont une partie propulse la balle du canon. Mais l'autre partie de ces gaz s'échappe par ce petit espace entre le barillet et le canon. C'est ça qui peut te coûter un doigt, mon pote. Du moins, c'est ce que dit la légende. Malgré le gaz propulsé et la photo choquante d'un pouce sectionné, Adam pense que ce mythe est bidon. Mais Jamie n'est pas de cet avis. Quand j'ai entendu cette histoire pour la première fois, je ne pensais pas qu'un revolver puisse faire sauter un pouce par le côté. Mais quand j'ai revu les images au ralenti, je me suis dit que c'était possible. Le pistolet est solidement attaché à une pince elle-même fermement fixée sur un banc. Il ne leur manque plus qu'un faux pouce. À chaque mythe qui impliquait la destruction d'une partie du corps, on a dû trouver un équivalent de corps humain. Et avec les années, on en a utilisé plusieurs. On a fabriqué des mannequins, des fausses dents et on a même utilisé un cochon entier. Mais aujourd'hui, on teste une nouvelle technologie. Vous les trouvez peut-être ignobles, et vous avez raison. Mais la meilleure façon de vous expliquer comment elles ont été faites est de vous montrer leur fabrication. Je m'en souviens comme si c'était hier. Confrontés à la lourde tâche de reproduire ce miracle de l'évolution qu'est la main de l'homme, les Mythbusters ont tout de suite pensé à du poulet.
Au fait, je n'ai rien touché d'autre que ce poulet. Tu veux rapporter de la viande à la maison? Adam désosse entièrement un poulet rôti, non pas pour sa viande, mais pour ses os. Il dessine le contour de sa main gauche et il indique même les articulations de chaque doigt. J'ai réussi à obtenir quasiment tous les os dont j'avais besoin à partir d'un seul poulet rôti. Ils correspondent assez bien aux os de doigts humains. Ouais, ça colle bien. Mais une vraie main exige de la chair. Je crois que ça nous donnera une paume bien charnue. Jamie fabrique sa propre fausse main, également à partir de morceaux de volaille. Et tandis que les sutures de Adam sont réalisées avec soin, le docteur Heinemann Stein démontre qu'il a perdu tout sens des proportions. C'est la main gauche avec le pouce, l'index. J'ai choisi des morceaux qui avaient la bonne taille. Un vote à main levée? Salut. Top là! Je crois que ce sera parfait. Ouais, Si des monstres regardent l'émission en maniant des armes à feu, ils seront intéressés par ce que fait ta main. C'est terrifiant. En tant que main dominante, l'énorme patte de poulet de Jamie tirera en premier. Nos amis la disposent soigneusement sur le pistolet en s'assurant de la mettre dans la bonne ou plutôt dans la mauvaise position. Bon, ça me va. allons-y. Frank charge l'arme en attachant une ficelle à la gâchette. Jamie n'a plus qu'à tirer. Le pistolet est prêt. Tu peux y aller. Le pistolet de l'horreur. 3, 2, 1. Pas d'amputation. Elle est endommagée, mais elle est toujours là. Je crois que ton pilon est bien trop robuste pour une main humaine. Quand je vois la main de poulet et que je regarde le ralenti, je vois que les gaz s'échappent et qu'ils ont un effet. Je n'ai aucun doute qu'on puisse se brûler, mais je ne vois pas d'amputation. Toutefois, l'os du faux pouce de Jamie est beaucoup plus épais que n'importe quel pouce humain, excepté peut-être celui d'un super-héros. Ma main était épaisse à son extrémité, là où les gaz sortent justement du pistolet, ce qui lui a permis de résister un peu plus. Mais on voit bien que la peau a été ouverte, les sutures ont été déchirées. Ce mythe est donc toujours non résolu. Il est temps pour Adam de prêter main forte. Ma main est anatomiquement correcte, car elle a des os de petite taille, de la même proportion que ceux des mains humaines. Je pense que Jamie était plus intéressé par la conception de son armée de cyborgs que par l'expérience en elle-même. Jamie le chanceux n'a pas la chair de poule. Il est même prêt à offrir de sages conseils. La plus grosse quantité de gaz vient d'ici, au milieu. D'accord, Pour être sûr que ça coupe bien, il faut la mettre là. d'accord. Bon, d'accord. Je vais utiliser mon doigt qui se rapproche le plus d'un pouce. Tu crois que ça va traverser? Je crois que ça va le couper net comme un couteau. Vraiment? Pas moi. Adam prend place pour son tir de démembrement. T'es prêt? On y va. Opération aviaire, anatomiquement correcte d'Adam dans 3, 2, 1. À l'œil nu, les dégâts ont l'air sérieux. Voyons maintenant l'analyse de l'expert. OK. En clair, ce que Adam veut dire, c'est qu'ils ont déchiqueté un doigt de poulet et brisé un deuxième. Celui-ci est en lambeaux. Et celui-là? Il a été coupé net. On peut vérifier le ralenti, mais ça m'a l'air méchant. Oui, je crois qu'il a perdu un doigt. Ça ne fait aucun doute. La main de poulet soigneusement conçue par Adam a la taille exacte pour simuler des doigts humains. Il y a même 3 articulations placées au bon endroit. C'est tout à fait clair. Ces gaz ont parfaitement sectionné ce doigt, comme tu l'avais dit. Il y a du poulet qui vole dans tous les sens. Je suis scié. C'est l'un des trucs les plus atroces qu'on ait filmé au ralenti. On ne peut pas faire plus évident que ça. Non, c'est confirmé. Tout à fait confirmé. Conclusion, si vous vous procurez un pistolet, assurez-vous de savoir vous en servir. Je n'arrive pas à croire que tu puisses remanger du poulet aussi rapidement. Comment ça? Ce soir, je vais manger la main du docteur Frankenstein.
Après avoir échoué dans le déclenchement des carabines russes instables avec une sono de voiture impressionnante, Aucun coup de feu n'a été tiré. Carrie, Tori et Grant s'attaquent une dernière fois à ce mythe. Cette voiture n'a pas fait ce qu'on voulait. Mais j'ai confiance en notre plan de secours. Écoutez ça, c'est fort à l'extérieur. C'est comment à l'intérieur? Quoi? Jusqu'à maintenant, les décibels ont été poussés jusqu'à 150. Mais cette voiture peut aller jusqu'à 160. Une fois encore, les fusils sont chargés à blanc et répartis dans la voiture. On est prêt. Les fusils sont chargés, les crans de sécurité sont enlevés pour augmenter nos chances. La sono a été pré-réglée avec 3 morceaux différents. Le premier est une suite de basses et souvenez-vous, on est à 30 décibels au-dessus de ce qui a été testé sur le Grand Blanc. Ça commence à se balancer. Ce truc est secoué comme un cocotier. Oh la vache. Le seul son qu'ils n'entendent pas est celui d'un coup de feu. Il est temps de changer de tonalité. Ça y est. Regarde ce que ça fait à la caméra. Oh la vache. Les choses bougent. Mais toujours rien. 159,5. Ouais. Bizarrement, le dernier morceau s'intitule Musique. Il ne risque pas de se classer dans le top des ventes, mais il est très puissant. Toujours pas de coup de feu. On peut voir les enceintes bouger comme des dingues et toute la poussière de la voiture est soufflée dans tous les sens. Ouais. J'espère que c'est de la poussière. Ce serait pas de la fumée? On dirait de la fumée. Attends un peu, tu crois? Non, on aurait entendu un coup de feu. Tu crois? Je sais pas. Ça commence à fumer. C'est normal? Pas du tout. C'est le dernier et le plus fort des tests et tout le monde espère qu'un fusil s'est déclenché. Non, ça sent la fumée électrique. Ça sent pas la poudre. En fait, la fumée est venue de la résine située dans les enceintes et chauffée trop vite. Normalement, elle sèche durant les premiers mois d'utilisation, mais là, l'enceinte a été poussée à fond trop rapidement. Le système fonctionne, mais le mythe arrive en bout de piste. Il ne reste plus qu'à vérifier les armes. Non. Bon, c'est le dernier fusil. Il s'est pas déchargé. C'est pour ça qu'on n'a jamais de trucs sympas. Je dis que celui-ci est bidon. Ouais, on a balancé un sacré paquet de sons et les flingues n'ont pas moufté. Bidon. Ouais, zut. J'aurais bien aimé qu'il marche, celui-là. Adam et Jamie ont déjà confirmé le cybermythe des blocs de glace explosant au contact de la thermite enflammée. Ça, c'était une explosion. Je suis d'accord avec toi. Mais pourquoi s'arrêter là? Les spectateurs assidus savent qu'on est toujours prêt à faire du zèle. C'est magnifique. Même quand tout se passe bien, ça vaut toujours la peine de se renchérir. Le dernier. Chacun des 4 blocs pèse 135 kilos et ils sont très glissants. Tu crois pouvoir les déplacer sans les faire tomber? Il faudra bien. Adam assure le service. Quand je serai grand, je serai déménageur de glace. Jamie s'occupe de la découpe. Ils utilisent 10 fois plus de glace et 10 fois plus de thermite. Ce truc est un peu plus balèze. Je ne vais pas utiliser de torche pour l'enflammer. Je vais utiliser cette mèche retard qui fonctionne comme ça et dégager rapidement. Bon, Jamie, on est en place dans le bunker. Vous pouvez faire feu, monsieur. Thermite géante dans 3, 2, 1... Voici le problème de la thermite. Étant volatile, elle est aussi imprévisible et cette baignoire remplie de poudre rouge prend tout son temps. C'est intéressant, mais problématique. Je ne vois ni fumée, ni rien. Non, on dirait que c'est raté. Mais quand ça fonctionne, il n'y a pas mieux. Heureusement qu'on ne s'en est pas approché. Il ne reste rien.
C'était flippant. On dirait que quelqu'un a fait sauter un igloo. Regardez ce champ de débris. Il doit y avoir des blocs de glace de 25 kilos à 15 ou 20 mètres de l'explosion. D'après Jamie, c'est l'une des explosions les plus lentes. La plupart des objets solides, la glace, les briques, la baignoire et le contreplaqué sont éparpillés et n'ont pas été pulvérisés. Les explosifs rapides ont tendance à anéantir, tandis que les explosifs lents ont tendance à déplacer. Et c'est ce qui s'est passé. Le déplacement a été lent mais très puissant. Et la glace a été éparpillée sur tout le champ. Tori, Grant et Carrie ont découvert que le mythe des fusils délicats déclenchés par les vibrations d'une sono trafiquée était bidon. Mais Tori a trouvé un mythe assez proche, facile à tester et garanti de finir par un grand boom. On a tout fait pour essayer de faire tirer accidentellement ces carabines SKS. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas terminé. Je voudrais essayer un dernier truc. Quoi donc? Apparemment, à l'occasion d'un règlement de compte, une bombe a sauté dans la maison d'un gangster et a balayé tout son gang. Après l'explosion, la police a fouillé les débris et trouvé des carabines SKS avec des douilles vides juste à côté. Pourtant, personne dans le quartier n'a entendu de coup de feu avant ou après l'explosion. L'idée, c'est que l'onde de choc a déclenché les tirs. Apparemment. Ils savent bien qu'une SKS sans ressort est un accident en puissance. Mais là où les ondes sonores ont échoué à faire trembler le percuteur, l'onde de choc d'une grosse explosion devrait faire l'affaire. Pour ça, ils ont construit un faux salon et placé soigneusement 4 fusils chargés là où on s'attendrait à les trouver. On va maintenant déposer un paquet spécial de C4 dans ce décor. On sera à l'abri dans le bunker quand ça explosera. Et après la déflagration, on saura si le souffle d'une bombe peut vraiment déclencher nos fusils. Quoi qu'il arrive, il y aura de la destruction. Et ça nous fait bien plaisir. Bon, vous êtes prêts? Ouais. C'est clair. Voici l'explosion qui va déclencher les carabines SKS. Vas-y, Carrie, fais tout péter. 3, 2, 1... Joli! Elle était belle! On s'en lasse pas. C'est l'explosion qu'on attendait. Mais a-t-elle déclenché au moins un de nos fusils? Tu sais comment gâcher une fête, toi. Maintenant, le plus facile, trouver les fusils. Il y a un trou là où on a laissé le paquet. On les vérifie? Ouais. Celui-ci n'a pas tiré. Allons voir Buster. Ok. Montre-nous ce que t'as dans le ventre. D'accord. Regardez, le cran de sécurité s'est remis tout seul. Non. Il n'a pas tiré. C'était celui qu'on avait mis entre ses mains avec le doigt sur la gâchette. Il reste encore 2 fusils. La balle est partie! Salaud! Ce n'est pas étonnant que l'onde de choc du C4 l'emporte sur l'une des sonos les plus puissantes jamais installées dans une voiture. Mais au moins, on a un résultat. Le dernier, Pas déclenché. Il y en a un qui a marché. Avec 1 sur 4, je dirais que c'est plausible. ouais. Le fusil a tiré suite à l'explosion. Plausible. Ouais, ça me paraît plausible. C'est dingue, j'arrive pas à croire que ça ait marché. Après des jours de frustration, ils peuvent enfin rentrer chez eux heureux. Et le message est clair. Mieux vaut ne pas laisser des fusils chargés dans des pièces qui explosent.